Parfait, on voit très bien. Voilà, vous nous entendez là? Excellent. Ok, donc bonjour à tous. Merci de nous donner la parole pour pouvoir vous faire une présentation sur la pharmacovigilance qui accompagne donc le déploiement de la vaccination Covid. Donc moi je suis Fanny Rocher et je donnerai la parole en milieu de présentation à ma collègue Audrey Fraisse qui est notre assistante hospitalo-universitaire. Je vais essayer de tenir les 15 minutes, on va essayer de tenir les 15 minutes, c'est promis. Donc déjà une première diapositive pour vous rappeler le mécanisme d'action des deux vaccins qui sont arrivés en France, hein, le vaccin Comirnaty donc de Pfizer et le vaccin Covid-19 vaccine de Moderna, qui sont donc deux vaccins avec une plateforme vaccinale innovante, puisque ce sont des vaccins que l'on dit à ARN messager, donc des vaccins qui injectent un petit morceau d'ARN messager qui va coder pour la protéine spike, le spicule du virus, qui sera donc exprimé à la surface des cellules pour permettre de stimuler une immunité à la fois humorale et cellulaire pour les patients qui bénéficient de cette vaccination. Cette diapositive, on a voulu la mettre pour vous dire que, contrairement à ce que certaines personnes pensent, ça n'est pas une mise sur le marché qui a été bâclée, pas du tout. C'est une mise sur le marché qui a été accélérée parce qu'il y a eu un énorme déploiement des moyens humains, des moyens financiers et des moyens en termes d'horaire pour évaluer de façon le plus rapidement possible les données scientifiques qui ont été déposées aux autorités de santé européennes et internationales. Donc vous voyez à gauche, c'est le temps de déploiement normal avec un nombre de personnes normal pour une évaluation de mise sur le marché. À droite, c'est ce qui a été déployé dans le contexte de la pandémie Covid pour mettre sur le marché ces vaccins qui étaient grandement attendus. Donc, un temps pour permettre une autorisation sur le marché restreinte parce qu'il y a une quantité impressionnante de personnes qui ont été déployées. Quelques données pharmacologiques que je voulais qu'on tient à vous développer, que vous devez déjà connaître bien évidemment. Comirnaty, c'est le vaccin Pfizer. Covid-19 vaccine Moderna, qui est donc une autorisation de mise sur le marché européenne depuis hier et qui devrait arriver en France d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine, puisque le laboratoire Moderna s'est déjà déployé et a déjà commencé normalement le démarrage des livraisons. C'est des multidoses x 10. Alors, peut-être que vous devriez mettre en silencieux les personnes qui n'interviennent pas. Je vous remercie. Donc, ces deux vaccins sont des vaccins à ARN messager non réplicatif, comme on vous a déjà dit, qui codent pour la protéine spike. Cet ARN messager est entouré d'une nanoparticule lipidique qui permet la protection de cet ARN messager quand il va rentrer dans la cellule de l'organisme. Dans le Comirnaty, c'est une nanoparticule lipidique entourée de polyéthylène glycol. Dans le vaccin pour Moderna, c'est une nanoparticule lipidique qui est différente de celle du Comirnaty, mais dans les deux cas, c'est la même composition, à peu près la même structure. Ce qui est très, très important et que vous devez savoir, c'est que ces deux vaccins ne comportent ni adjuvant ni conservateur par rapport aux vaccins traditionnels que l'on peut avoir, ce qui leur confère a priori une tolérance qui sera meilleure. Ce sont tous les deux des flacons multidoses, Comirnaty 5 doses, voire 6, par contre à reconstituer, tandis que le vaccin Moderna, c'est 10 doses, mais bon, ça, Rémi Colomb vous en a déjà parlé. La différence, c'est donc l'intervalle dans le nombre d'injections. Comirnaty, 2 injections à 21 jours d'intervalle. Moderna, 2 injections à 28 jours d'intervalle. Et leur conservation qui est différente, puisque le Comirnaty doit être conservé entre moins 60 et moins 80 degrés, tandis que le Moderna doit être conservé entre moins 15 et moins 25 degrés Celsius. Il faut que vous sachiez que le vaccin de Pfizer, donc le Comirnaty, le laboratoire est en train d'effectuer des recherches pour essayer d'améliorer ce temps de conservation et en tout cas essayer de voir s'il est possible de diminuer cette température de conservation.
Les effets indésirables, oui, je pense que ça vous intéresse beaucoup. Ce sont les effets indésirables qui sont issus des essais cliniques. Ils sont globalement superposables pour les 2 vaccins à ARN messager, que ce soit donc le Comirnaty ou le Covid-19 vaccine du Moderna. On a, pour la très, très grande majorité des cas, des réactions locales qui sont classiques avec tous les vaccins, donc des douleurs, des rougeurs, des gonflements au site de la vaccination, principalement pour les 2 doses et peut-être un petit peu plus après la 2e dose pour le vaccin par Moderna et principalement dans les 3 premiers jours qui suivent la vaccination. On a aussi quelques réactions systémiques. Ce sont ce que l'on appelle les fameux syndromes pseudo-grippaux que l'on connaît avec les autres vaccinations. Pas de scoop, rien d'extraordinaire par rapport aux effets indésirables classiques qu'on nous rapporte au cours de n'importe quelle vaccination. Là encore, on observe peut-être des réactions systémiques un peu plus importantes au cours de la 2e dose par rapport à la 1re dose. Et fait un peu surprenant, par contre, par rapport aux vaccinations classiques, on s'aperçoit que les sujets plus âgés, au-delà de 55 voire 65 ans, présenteraient moins d'effets secondaires locaux par rapport aux sujets plus jeunes, pour une fois que les sujets âgés sont préservés. Les paralysies faciales, on en a beaucoup entendu parler, ça a beaucoup défrayé la chronique. Il faut que vous sachiez qu'il y a eu 4 cas versus 0 dans le bras, dans l'essai clinique de Comirnaty, et 3 versus 1 dans l'essai principal de Moderna. Ça reste une incidence qui est comparable avec l'incidence dans la population générale. Ça n'a pas été identifié comme un signal de pharmacovigilance. C'est quelque chose qui est suivi, qui est surveillé, bien évidemment, et que nous surveillons. Mais pour l'instant, ça n'est pas identifié comme formellement en lien avec le vaccin. Je rappelle juste là que les principales causes de paralysie faciale, ce sont normalement des infections virales, des infections dysimmunitaires principalement. Et puis, il y a eu un risque d'hypersensibilité qui a été identifié dans les essais cliniques. En fait, il y a eu juste 2 cas identifiés sur la totalité des deux vaccins, mais ça n'était pas des cas graves. Il y a eu 0 effet grave concernant des réactions allergiques. À l'issue donc de l'évaluation des essais cliniques de ces 2 vaccins, d'abord Pfizer et justement récemment Moderna, il y a un plan de gestion des risques qui a été élaboré. Ce sont des effets indésirables, des risques qui sont identifiés et qui sont suivis. Par rapport aux risques identifiés, il y a le risque de réaction anaphylactique qui est bien suivi. Parmi les risques potentiels, c'est ceux pour lesquels nous avons un point d'interrogation. On se pose la question d'une réaction Covid exacerbée chez les patients qui auraient une maladie Covid et qui auraient été vaccinés. Est-ce que le fait de vacciner aggraverait une maladie Covid, y compris sous la forme respiratoire? Et puis, il y a des informations manquantes dans certaines parties de la population. Ce sont les populations que l'on appelle spécifiques, qui en général ne sont pas inclus dans les essais cliniques, comme la femme enceinte, le patient immunodéprimés, les patients avec de nombreuses comorbidités, des patients avec des pathologies auto-immunes ou inflammatoires sous-jacentes, ou encore des données manquantes concernant la sécurité au long cours ou l'efficacité au long cours, bien évidemment. Alors, une fois donc que les médicaments ont été mis sur le marché, qu'ils ont été évalués, il y a un plan de gestion de risque que je viens de vous développer, mais il y a aussi tout un plan de pharmacovigilance qui est déployé et une pharmacoépidémiologie qui a été mise en place. Autant vous dire que c'est une énorme organisation qui se décline au niveau régional, au niveau national et au niveau international. Au niveau local et régional, bien évidemment, nous sommes là, les pharmacologues, pour répondre à toutes vos questions que vous pourriez avoir concernant la vaccination et nous rapporter tous vos effets indésirables que vous pourriez avoir concernant la vaccination et notamment les effets indésirables graves ou inattendus. Au niveau national, donc les 31 centres régionaux de pharmacovigilance, je pourrais dire, sont au taquet pour récupérer toute information nouvelle et tout effet indésirable concernant ces vaccinations. Il faut que vous sachiez que nous surveillons donc
en plus de tous les effets indésirables médicamenteux, nous avons un œil particulièrement vigilant concernant ces vaccins et il a été nommé des binômes de CRPV qui surveillent ces vaccins. Donc, par exemple, pour le vaccin Pfizer, le Comirnaty, c'est 2 CRPV, Marseille et Bordeaux, qui sont particulièrement chargés de cette surveillance. Pour le vaccin Moderna, c'est Lille et Besançon. Et Nice, nous, ce seront probablement le 3e ou le 4e vaccin qui va arriver sur le marché. Nous sommes en contact permanent avec l'Agence du médicament. Nous avons des points, jusque-là, nous avions des points tous les jours, tous les soirs. Nous allons les distancer progressivement. Nous faisons des points sur les effets indésirables qui peuvent être rapportés, les nouveautés, les éventuels signaux de pharmacovigilance. Et puis, on tient un tableau de bord, bien évidemment, des effets indésirables. Et puis, il y a un lien continu avec les autres autorités de santé, le ministère de la Santé, la Haute Autorité de Santé, et je vous en passe. Côté pharmaco-épidémiologie, il faut que vous sachiez qu'il y a des études épidémiologiques qui sont déployées, notamment pour les populations pour lesquelles nous n'avons pas encore de recul, comme par exemple les patients immunodéprimés ou la femme enceinte. Je passe rapidement sur cette diapositive pour vraiment insister pour améliorer la connaissance. Il est très important que vous nous remontiez les effets et particulièrement les effets graves ou inattendus que vous pourriez avoir avec ces vaccins. Jusque-là, un petit point, à une semaine de la mise sur le marché du vaccin Pfizer, nous n'avons aucun cas qui a été rapporté, ce qui est plutôt très rassurant à l'échelon national. Ce matin, nous avons eu un cas qui a été rapporté par un collègue CRPV d'une patiente, une femme de 55 ans, qui a présenté un malaise et une hypertension 5 minutes après la vaccination. Il a suffi de l'allonger pour que les symptômes se résolvent spontanément, sans intervention médicale, plus que d'allonger cette patiente, donc c'est relativement rassurant. Petit bilan des données internationales de pharmacovigilance récupérées sur la base de l'OMS. Vous voyez que c'est donc très peu de cas jusque-là. On a seulement 10 cas graves qui sont rapportés et qui sont relativement rassurants et superposables à ce qui est déjà décrit dans les essais cliniques. Un petit point particulier concernant le risque de réaction anaphylactique, puisque c'est quelque chose qui a largement défrayé la chronique. Alors oui, c'est vrai, il existe un risque de réaction anaphylactique avec les vaccins Covid. Comme vous pouvez voir, c'est un risque qui est très faible, puisqu'il n'y a eu que 21 patients qui ont fait une réaction anaphylactique pour bientôt 2 millions de doses administrées, donc bientôt 2 millions de patients, ou 1 500 000 patients vaccinés, principalement des femmes, principalement dans les 15 premières minutes qui suivent l'administration. Sur ces 21 cas, il a fallu administrer l'adrénaline dans 17 cas sur 21. Et si vous voulez pondérer par rapport à l'incidence des problèmes de réaction allergique dans la population générale, vous voyez que l'incidence de 0,0011% est bien inférieure à un problème de réaction anaphylactique alimentaire ou même aux accidents d'anesthésie générale. Donc, soyez quand même rassurés vis-à-vis de ce risque qui est quand même très rare. Dernière diapositive avant que je passe la parole à ma collègue Audrey. Ce sont les recommandations émises par la FDA et par le CDC qui sont superposables aux recommandations françaises et européennes. Les seules contre-indications en cas d'allergie, c'est les antécédents d'allergie sévère ou immédiate en lien avec tout composant du vaccin ARN messager, y compris les composants de polysorbate, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des nanoparticules lipidiques et du polyéthylène glycol, et c'est une des pistes envisagées pour le moment pour expliquer cette réaction allergique. Audrey ? Oui, alors merci Fanny. Du coup, je vais vous présenter des petits cas plus pratiques, applications en pratique. Alors déjà, qu'en est-il des patients sous anticoagulants? Donc, la vaccination restera possible par voie IM, sous réserve de plusieurs précautions. Déjà, s'assurer d'un INR inférieur à 3 pour les patients sous AVK, d'utiliser une aiguille fine, compression 2 minutes après la vaccination, sans frotter, et bien sûr d'informer les patients sur le risque d'hématome. Nous ne recommandons pas du tout la voie sous-cutanée, déjà parce qu'il n'y a pas eu d'études dans les essais cliniques sur cette voie avec les 2 vaccins en question. D'autre part, parce que sur des données plus générales sur les autres vaccins, on s'est rendu compte que la voie sous-cutanée faisait plus d'effets indésirables que la voie intramusculaire et qu'elle avait une immunogénicité moindre. Donc, plus d'effets indésirables pour une efficacité moindre.
Concernant les interactions entre vaccins, déjà, les différents vaccins contre la Covid-19 ne sont pas interchangeables. Concernant les vaccins autres, il est demandé de respecter un délai minimum de 3 semaines avec la vaccination antigrippale et de 15 jours pour les autres vaccins. Il est également recommandé de ne pas vacciner les patients entre 2 doses de vaccin Covid-19. Concernant la grossesse et l'allaitement, les données animales sont rassurantes pour la grossesse. Concernant les données cliniques, c'était des grossesses inattendues lors des essais cliniques, donc 23 grossesses sous Comirnaty et 13 sous le vaccin Moderna. Aucun événement indésirable n'a été constaté suite à cela. Donc, la grossesse n'est pas considérée comme une contre-indication pour la vaccination Covid-19. Toutefois, vu qu'on manque de données à ce sujet, la vaccination est non conseillée par la HAS, sauf en cas de risque grave de Covid-19, auquel cas le bénéfice va l'emporter sur le risque théorique. Concernant l'allaitement, donc pareil, pas de données comme pour la grossesse, mais vu les données qu'on a avec d'autres vaccins, il n'y a pas de risque attendu. L'allaitement ne contre-indique donc pas la vaccination par le Covid-19. Pour les sujets immunodéprimés, pareil, on manque de données. Toutefois, il n'y a pas de risque attendu selon l'EMA. Le seul risque éventuel concernerait les vaccins à vecteur viral réplicatif qui ne sont pas encore autorisés. Toutefois, vu l'immunodépression des sujets, l'efficacité peut être moindre. Il y a toutefois un intérêt à les protéger contre la Covid-19 et donc l'immunodépression ne constitue pas une contre-indication du vaccin. Enfin, pour les sujets déjà positifs à la Covid-19, il y a un risque théorique de réaction exacerbée. Pour les essais cliniques, il y a eu 545 patients pour Comirnaty et 343 pour le vaccin Moderna qui ont été vaccinés. Aucune réaction exacerbée n'a été observée. Ça ne constitue donc pas non plus une contre-indication. La HAS recommande plutôt une vaccination au cas par cas en respectant un délai minimal de 3 mois entre les symptômes et la vaccination. Par contre, il n'est pas recommandé de faire une sérologie avant vaccination. Enfin, concernant les problèmes de dose pour Comirnaty, comme l'a dit le Dr Collomb, 5 doses en théorie par flacon, possible parfois d'en faire 6, c'est en cours de discussion. Nous insistons sur le fait qu'un schéma vaccinal correspond à 2 doses, comme recommandé donc, par l'Agence européenne du médicament et par la FDA, afin d'obtenir une efficacité maximale et une protection optimale. Concernant des cas de surdosage qui ont pu avoir eu lieu en pratique, où notamment 58 patients ont reçu une dose de 53 microgrammes au lieu de 30 suite à une erreur de reconstitution du vaccin, il n'y a eu aucun effet indésirable observé suite à cela. Donc, concernant les autres questions qui peuvent être posées, notamment d'efficacité, alors pour le variant, actuellement, les variations présentées par le virus n'affectent pas la protéine spike, donc qui est codée, qui est la cible du vaccin. Donc, l'efficacité est a priori la même. Pour l'efficacité au long cours, les données sont toujours en cours, les essais cliniques continuent la surveillance. Donc, pour le moment, c'est en attente. Et pour le potentiel contaminant, pareil, les essais cliniques sont toujours en cours, mais les données actuelles sont plutôt rassurantes à ce sujet. Donc, pour finir, n'hésitez surtout pas à nous contacter donc, pour nous déclarer les effets indésirables médicamenteux, qu'ils soient d'ailleurs liés au vaccin ou non. Vous pouvez le faire donc, par téléphone, par mail, via le téléservice vaccin Covid pour les médecins notamment qui seront amenés à l'utiliser via Meli-Pro, et le portail de signalement qui est accessible aussi bien par les professionnels de santé que par les patients. Et vous aurez notamment une fiche qui a été mise en place spéciale pour les vaccins Covid-19. Je vous mets enfin quelques petits liens d'information si jamais vous désirez aller plus loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux pharmacovigilantes qui ont terminé avec brio ces présentations. Donc, on va passer